l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité aujourd'hui est suisse, et plus exactement fribourgeois. Oui, on va partir à Fribourg. Diplômé d'histoire romaine, de la Sorbonne et de marketing, vente dans l'industrie pharmaceutique en Suisse et à l'étranger une trentaine d'années. Certains vont jusqu'à l'inclure dans le club fermé des grands auteurs que sont Follett, Clancy, Higgins. Il s'agit de Marc Zellweger. Il vous présente son 5e roman, Les espionnes du Salève, l'envers du miroir, et c'est aux éditions Au Trouble. Marc Zellweger, bonjour à vous. Bonjour. Comment il va, Marc ? Écoutez, j'ai subi 30 degrés de choc thermique entre la glace du Québec lundi et 28 degrés maintenant chez moi au bord du lac Léman, donc je vais très bien, je suis réchauffé. Alors, vous êtes suisse, hein, voilà, comme on en a parlé. Alors, on va dire que nous, c'est Besançon, pas très très loin, et puis il y a Bruxelles avec Willy Lefebvre. En Suisse, on dit que voilà, c'est un pays qui est accueillant, qui, quand on y va, est chaleureux. Il y a le bon chocolat suisse en plus. Et qu'est-ce que c'est magnifique! Est-ce que c'est vrai, la Suisse fait rêver? Même pour ceux qui y habitent et qui y sont nés, ça reste un des plus beaux pays du monde. On a une qualité de vie, de paysage hors norme. Et même si je dirais quelque part, la société se dégrade aussi comme dans d'autres endroits, puisque comme disait Einstein, la Suisse fait exactement la même chose que tous les autres pays avec 50 ans de retard. Malgré tout, ça reste un pays très agréable à vivre. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours pour en arriver là. On en a un petit peu expliqué en préambule. Mais voilà, pour celles et ceux qui vous découvrent et qui ne vous connaissent pas, comment vous en êtes arrivé à aujourd'hui avec notamment ce 5e roman, Marc? Je dirais que l'élément principal, vous avez déjà rappelé que j'avais fait des études universitaires. J'étais spécialiste de marketing stratégique et j'ai parcouru une partie du monde en tant que directeur marketing. Et le hasard de la vie a fait aussi qu'à un moment donné, on m'a demandé d'agir dans une affaire d'espionnage. Et je suis devenu par la suite de cela conseiller personnel de grands services d'espionnage comme ceux du Mossad, des GSE ou CIA ou MI6, peu importe qui c'était. Et j'avais un rôle assez important par rapport à ça. Et il y a quelques années, à la suite d'un souci de santé, c'est ma femme qui m'a dit dans une période avec un temps aussi chaud, pourquoi tu n'écrirais pas des romans d'espionnage puisque tu es un des mieux placés pour parler de ce monde. Et finalement, j'ai commencé la première saga qui ressemble donc vraiment à tout ce qu'on fait Ludlum ou Clancy. Et j'ai écrit donc le réseau ambassadeur où aujourd'hui il y a l'envol des faucons, Panique au Vatican, Double jeu, Extrême préjudice et prochainement celui qui arrive dans les 2 mois qui viennent entre la Suisse et la Belgique et la France, qui est pour tout l'ordre de Srinagar. Et puis j'avais envie de changer un peu d'air en parallèle et j'ai écrit une nouvelle saga qui commence par le premier dont on parle ce soir, qui est donc Les espionnes du Salève avec le tome 1 qui est l'envers du miroir. Alors une journée type pour Marc Zellweger, elle ressemble plutôt à quoi? Elle est mouvementée, elle est plutôt tranquille. Comment elle se passe? Elle a du mouvement, mais elle est tranquille. Je dirais que je suis quelqu'un qui se lève tôt. Donc en général, ma journée commence vers 5h30, 6h au bureau. Je travaille entre mes réseaux sociaux de communication et l'écriture ou mes recherches suivant la phase dans laquelle je suis par rapport à un de mes livres. Et puis j'égrène ça un peu tout au long de la journée en fait. En général le matin après 3h, je prends mon petit déjeuner, je vais faire une promenade dans le quartier pour changer d'air. Puis je repars encore 2 ou 3 heures, je fais un break et je reprends une partie de l'après-midi. Mais j'aime bien, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de travailler 9 heures sans m'arrêter devant mon bureau, j'ai besoin de changer d'activité. Voilà, ce changement d'activité, est-ce que par moment, quand vous êtes en phase d'écriture, ça va vous aider à peut-être éclaircir des idées ou à peut-être en trouver également? Vous voyez une scène, vous voyez une personne peut-être dans la rue? Est-ce que ça Non, alors ça c'est vrai que les personnes dans la rue
m'interpelle pas du tout. Par contre, moi j'ai un procédé de travail assez proche du cinéma, donc j'ai ce que j'appelle un storyboard. Avant de commencer mon livre, quand j'ai fait même des fois avant mes recherches, je sais donc à peu près le nombre de chapitres que je vais avoir, je sais à peu près quelles sont les intrigues qui vont être dans ce livre-là, sachant que même si c'est des séries avec des personnages qu'on retrouve dans chaque livre est indépendant et à la fin on a la solution des intrigues qui sont dans le livre, qui peuvent être 2, 3, 4, 5, qui se rejoignent ou qui se rejoignent pas, ça dépend des fois. Donc j'ai mon storyboard, mais comme je raconte souvent et ça fait sourire les gens, mais j'ai beau avoir décidé qu'il se passerait ça à tel moment dans mon livre, des fois en fait par étourderie je le fais à un autre moment, des fois j'écris tout d'un coup quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui était marqué dans le storyboard et il m'arrive des incidents qui n'étaient pas prévus et j'ai à peu près 30% de changement par rapport à mon storyboard. Parce que tout d'un coup, comme moi quand j'écris, je suis presque tous mes personnages en même temps. Donc je suis complètement dans mon histoire et tout d'un coup il y a une évidence, ça ne peut pas se passer comme ça, ça doit se passer comme ça. Du coup tout change et puis mon stylo ordinateur part et en fait l'histoire elle est logique après. Parce que entre écrire intellectuellement et le vivre dans l'écriture c'est autre chose. On va s'intéresser peut-être à ce que vous aimez et notamment la littérature, oui, je pense bien que vous aimez lire. Quelles sont vos lectures du moment et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la bibliothèque de Marc Zellweger? Voilà, si on va chez vous, là, on y est d'ailleurs, on est avec vous. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors, on peut trouver plein de livres de la Seconde Guerre mondiale parce que j'en ai acheté plein pour les espionnes du Salève, je les ai en face. J'ai pratiquement tout ce qui existe comme roman d'espionnage en langue française. J'ai des livres plus intellectuels sur l'espionnage, des livres de marketing, et puis mes bouquins. Bien sûr, les vôtres, c'est toujours agréable de... Comment s'est passée la phase d'écriture pour les espionnes du Salève, l'envers du miroir? Oui, vous avez déjà un petit peu expliqué que voilà, il y avait cette histoire de trame, les chapitres, vous le saviez à peu près combien, etc. Des fois, ça pouvait se chambouler et bouleverser. Mais oui, comment ça s'est passé pour celui-ci? Et on va le montrer à celles et ceux qui vous écoutent et qui vous regardent, bien sûr. Voilà, pour ce magnifique ouvrage, on le rappelle, quand même une très belle maison d'édition, aux éditions On Trouble, qu'on remercie pour l'envoi de ce superbe manuscrit. Oui, comment ça s'est passé, dites-nous, Marc? Alors en fait, c'était un exercice un peu particulier parce que autant l'autre saga du réseau Ambassadeur, c'est assez simple, c'est pour moi, dans le sens où elles sont complètement intégrées dans l'actualité des 5 dernières années. C'est le monde de l'espionnage d'aujourd'hui que je connais donc très bien. Donc j'y suis assez facilement comme un poisson dans l'eau. La difficulté des espionnes du Salève, et ça a échappé à personne, c'est que je dirais que beaucoup de gens ont écrit sur la Seconde Guerre mondiale. Par contre, ce qui m'intéressait, sachant que l'envers du miroir commence au 22 juin 40 à peu près, donc au moment où il y a les Français qui reconnaissent leur défaite et les Allemands qui occupent la partie nord de la France. Il y a une particularité qui concerne mon pays, qui est la Suisse, qui a un rôle très particulier dès cette période-là. Et il fallait que je trouve l'intelligence dans ma façon de raconter le livre, de peser aussi bien d'un côté les ingrédients classiques d'un roman d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale, comme a fait Ken Follett à ses débuts et comme a fait toute sa carrière Jack Higgins. C'était deux grands spécialistes du roman d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale. Puis de l'autre côté, il fallait quand même que j'inscrive ce livre de suspense dans un cadre qui montre quelque chose que personne ne sait, ni dans mon pays, ni chez vous, en Belgique, ou en France, ou Dieu sait où, ou au Québec où j'étais la semaine dernière, qui est que, en fait, contrairement à ce qu'on a pensé, certes la Suisse a fermé les yeux sur des activités allemandes sur son territoire, a favorisé un certain nombre de choses pour protéger sa population, mais d'un autre côté, chose qu'elle n'a jamais voulu reconnaître jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elle a aidé tout autant, voire bien plus encore, la résistance et les services d'espionnage alliés.
Et c'est tellement vrai que tous ces services étaient aussi bien représentés à Berne, capitale, Zurich, Bâle et en fait Genève. Et d'ailleurs, le directeur adjoint du MI6, qui était le seul vrai service secret en activité en 40, qui est donc anglais, Sir Dunsey, était en poste jusqu'en 1939 en Suisse avant de retourner auprès de Churchill en Angleterre. Donc il fallait que je trouve cet équilibre et je crois que j'ai trouvé. Vous avez commencé à nous en parler un petit peu, Marc. Racontez-nous, en quelques mots, cette incroyable histoire que vous nous faites vivre, parce qu'on est vraiment pris en haleine du début jusqu'à la fin. Donc, tout d'abord, bravo, parce que le boulot est plutôt respecté et vraiment fait avec sérieux. Avec, on peut le dire, une série d'intrigues tout aussi palpitantes qui nous mène entre 1940 et 1942 dans Genève, nid d'espions. Oui, racontez-nous en quelques mots l'histoire que vous faites vivre à vos lecteurs qui, j'en suis sûr, ne vont pas lâcher le livre de sitôt. Si vous voulez, j'ai créé un service d'espionnage qui sont les espionnes du Salève ou les loups, si je me souviens bien, qui est dit à un moment donné quand je fais une réunion avec le patron du service polonais, qui était aussi un excellent service d'espionnage. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que dans la résistance, on estime aujourd'hui qu'il y avait au moins 20% de femmes. C'est pour ça que j'ai mis 7 femmes. Mais cette femmes viennent de différents horizons. Il y a des Suissesses, il y a des Françaises, il y a une Juive française, il y a une Juive polonaise qui a échappé au camp de concentration de Lodz. Et elles vont décider de rentrer en résistance tout en étant protégées de la neutralité et du fait que la Suisse n'a pas été envahie, pour récolter un maximum d'informations et les diffuser aux différents services secrets basés à Genève ou à Berne, et notamment sous la houlette quand même de Victor Farrell, qui a existé et qui avait le titre de vice-consul d'Angleterre juste au bord du lac, au quai Wilson, et il était en même temps le responsable de l'antenne du service secret anglais, le MI6. Et elles vont partir, il y en a 2 qui vont partir au combat et se balader, si je puis dire, en France pour essayer de récolter des informations qui seront tout aussi utiles aux services secrets suisses qu'aux autres. Et il y a plusieurs intrigues dont on aura la solution à la fin. N'en dites pas plus. Pouvez-vous nous lire un passage de votre ouvrage, Les espionnes du Salève, livre de l'envers du miroir, plus exactement, aux éditions Au Trouble, pour donner cette envie aux lecteurs de vous lire, puis pour celles et ceux aussi qui vous découvrent aujourd'hui. Alors, j'ai pris un bout du chapitre 3, où on voit intervenir une partie des gens du service de renseignement de l'armée suisse. Le major arriva plusieurs heures plus tard à Genève et gara son auto dans une rue à proximité immédiate de la gare Cornavin, plaque tournante de son dispositif. Il marcha à pas cadencés, rentra dans l'édifice et se présenta à une échoppe qui n'était autre qu'un salon de coiffure. Il y pénétra, familier des lieux. Il s'assit dans le premier fauteuil venu après avoir accroché son képi à une patère et dit « Bonjour Marcel, comment ça va ?»« Bien, bien, major, j'en ai pour 5 minutes et je suis à vous. »« C'est parfait. » Le chef du bureau F en profita pour relâcher la pression. Il feuilleta la tribune de Genève du matin, puis alors qu'il était presque à la fin de son survol, le coiffeur l'interrompit en l'interpellant tout en verrouillant la porte d'entrée du salon et en plaçant le panneau fermé. « Alors, on y va, mon major ?»« Avec plaisir, Marcel, fit le militaire en se levant. » Il s'assit sur le siège et le coiffeur lui fit passer un tablier avant de commencer à lui laver les cheveux. Puis il demanda « Comme d'habitude ?»« Oui, s'il vous plaît, coupe réglementaire et à ras, fit l'homme, souriant presque pour la première fois de la journée. C'est parti. » Le coiffeur se mit à la tâche, non sans engager la conversation pour laquelle le major était venu, en plus de se faire couper les cheveux chez son coiffeur habituel. « Vous avez des consignes particulières à me transmettre, major ? » Il faut continuer vos contrôles à la gare avec les Français, entre autres, qui demandent le statut de réfugié et qui passent la douane ici. Nous devons absolument recruter des agents fiables connaissant bien la France et prêts à nous apporter des informations sensibles. Je vous ai déjà adressé une liste qui est dans mon bureau et qui tient compte des gens qui sont arrivés depuis le 18 juin. Parfait, Marcel.
Marcel Durruti était le coiffeur attitré du Major Couédou depuis plusieurs mois. Son salon se situant en pleine gare de Cornavin, la gare principale de Genève et par conséquent lieu de passage privilégié de France en Suisse par le train, il représentait l'homme idéal pour se mouvoir dans ce microcosme et ainsi y nager comme un poisson dans l'eau. Lundi se lève l'envers du miroir aux éditions au troupe de Marc Zellweger. Marc Zellweger, on va vous remercier. On va vraiment vous remercier d'avoir accepté cette invitation pour l'espace des livres et puis également les plaisirs de Marc Page, de Willy Lefebvre. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous accueillir chez vous en plus. Merci, je suis un tout petit peu à Londres parce que le soleil il est de l'autre côté, mais pour moi c'est un plaisir de voir deux amis en face de moi. Et je salue la Belgique et la France. Toute l'équipe de l'espace des livres et des plaisirs de Marc Page vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre et cela nous touche énormément. On vous remercie et on vous embrasse bien bien fort. Nous vous retrouvons avec grand plaisir très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous et bonne lecture. Salut!